Bienvenue dans Nos Avenirs, une conversation autour des années d'études. J'espère que tu te retrouveras dans ces conversations, toi l'adulte en devenir, ou le nostalgique de l'insouciance de la vie étudiante. Donc déjà bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, je m'appelle Célia, j'ai 25 ans. Oui, j'ai eu un doute, mais oui. J'ai 25 ans et je fais plein de trucs dans la vie, mais entre autres, j'ai un compte Instagram qui s'appelle Quel déchet, sur lequel je parle d'écologie, de minimalisme, mais aussi un peu de bien-être mental, de psychologie, avec un peu d'humour, des trucs pas trop chiants, et depuis 2018, donc ça fait 2 ans et demi maintenant. Et voilà, et je suis étudiante dans plein de trucs, je comprends pas trop où je vais parfois, mais vas-y, on y va. Et j'habite à Strasbourg depuis 4 ans, enfin bientôt 5, et normalement je suis de banlieue sud, Paris, les Yvelines, voilà, si les gens connaissent, la vallée de Chevreuse on représente. Et voilà, c'est déjà pas mal. Okay. Puis j'aime bien la danse, et voilà, on va dire c'est ça déjà. On décortique un peu ton parcours depuis le bac. Est-ce que tu veux bien nous prendre ça dans l'ordre chronologique ? Oh my god. Déjà, j'ai fait un bac L. J'ai toujours voulu faire un bac L, même quand je savais pas trop ce que ça voulait dire, mais juste parce que j'avais compris qu'il y avait des livres en rapport, et du coup, j'étais en mode yes. Donc j'ai fait un bac L, que j'ai eu du premier coup, mais je suis tombée malade la dernière année de terminale, enfin l'année de terminale, parce que j'ai pas redoublé mon année de terminale, donc je suis tombée malade en terminale, et du coup j'ai pas pu passer le bac en même temps que tout le monde, j'étais en arrêt maladie, et donc moi j'ai passé mon bac en septembre, contrairement aux autres, ce qui fait que j'ai eu mon bac en octobre, et ce qui fait que j'ai commencé la fac en décembre. Et donc c'était un peu le bordel, donc déjà il y a eu énormément d'administration à faire parce qu'il fallait prouver que j'avais été acceptée en juin, mais puis refusée parce qu'on a cru que j'avais pas eu le bac alors qu'en fait je l'avais pas passé, enfin c'était tout un... Enfin bref, l'administration de la fac quoi. Et après j'ai été prise en psycho, c'était mon choix... Enfin, c'était très bizarre, mais moi de toute façon j'ai toujours un peu un problème avec les choix, j'ai tendance à tout faire un peu au dernier moment et de manière hyper impulsive, mais après le bac, enfin quand tu fais un bac littéraire, souvent t'as tendance à te diriger vers les langues, c'est un peu le truc vers lequel on te pousse. Moi j'ai toujours bien aimé l'anglais, etc. Je savais pas du tout quoi faire après le bac. En fait je pense que j'avais des envies, mais pour moi elles me paraissaient complètement irréalisables. Enfin, depuis toute petite de toute façon, moi ce que je veux c'est écrire des trucs, enfin, j'ai toujours dit que j'écrirais des livres, des trucs, faire de la radio, des choses comme ça. Et en fait, ça me semblait pas du tout possible après le bac. Et je me suis dit, bon, comment on peut prolonger un peu ces années littéraires un peu chill avec mes potes et tout. Tous mes potes partaient en langue étrangère appliquée à Paris. Et donc, moi, sur APB, à l'ancienne quand c'était APB, j'ai écrit que je voulais aller en LEA anglais-arabe. Alors, pareil, pourquoi arabe ? Parce que mes potes avaient choisi arabe et je me suis dit que j'allais les suivre. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu un feeling, genre la veille que, tu vois, les choix se clôturent. J'ai fait non, je vais mettre psycho, et j'ai mis psycho partout, enfin toutes les facs de psycho à Paris. Et j'ai été prise à Descartes, à ma grande surprise, parce que c'était quand même une école qui était hyper réputée en psycho. Et donc j'ai commencé à l'arrache en décembre du coup 2000... Oh my god 2014, il me semble. Et comme j'avais accumulé trop de retard avec le fait que justement j'avais loupé tout le premier semestre puisque je passais le bac, j'ai été un peu pas trop assidue en cours jusqu'à la fin d'année 2015 du coup. Donc j'étais un peu là, j'allais de temps en temps en cours histoire de voir un petit peu, j'ai kiffé la linguistique, je passais mes examens, j'ai quand même validé des matières, même du premier semestre alors que j'étais jamais allée, j'ai validé 2 matières, bon sur 9, donc j'ai pas eu mon semestre bien sûr, j'avais quand même réussi à valider des trucs. Et après, l'année d'après, j'ai vraiment fait, là, j'ai repris à 0, donc j'ai repassé les 3/4 des matières que j'avais pas eues. Et là, j'ai eu mon année, avec des bonnes notes en plus, j'étais contente.
Et après, je suis partie à Strasbourg sur un coup de tête parce que j'ai pas aimé du tout la fac à Paris. Et que je suis venue en mai 2016, du coup. Je suis venue à Stras en week-end par hasard parce que les billets Flixbus étaient pas chers. Genre vraiment juste parce qu'on avait envie de partir un week-end, on s'était dit vas-y, c'est pas cher, on y va. Et je suis tombée amoureuse de la ville dès que j'ai mis les pieds dedans. Et je me suis dit. De toute façon, je savais que je voulais partir de la fac à Paris parce que c'était trop cher, parce que j'ai pas du tout aimé mes années à Descartes, parce que trop usine pour moi, il y avait trop de gens, des amphithéâtres avec 500 personnes, enfin bref, en un an, j'ai pas réussi à me faire vraiment des bons amis, j'étais toujours. Tu sais, t'as des connaissances à qui tu fais la bise, mais bref, pas des gens que tu vois en dehors des cours. Le niveau de vie était beaucoup trop élevé pour moi, je mettais 1h30 à aller à la fac, 1h30 retour, enfin tout le truc m'oppressait. Et puis moi, comme je viens de la vallée de Chevreuse, donc qui est quand même un endroit qui est très calme et très petit, même si on n'est pas très loin de Paris, c'est vraiment la campagne. Là, d'un coup, me retrouver en pleine ville, pleine capitale, j'ai genre ah, c'est pas possible pour moi. Et du coup, après, j'ai envoyé mon dossier à Stras. Et après, j'ai fini ma licence de psycho à Stras, en gros. Et donc, j'ai été diplômée de ma licence de psycho l'année dernière, parce que j'ai retapé ma L2 en arrivant à Stras. Et après, j'ai fait une année de sociocriminaux. Ça, c'est le bordel. J'ai fait une année de sociocriminaux. Direct après ma licence de psycho, j'ai pu avoir une passerelle. Et du coup, on m'a proposé de faire direct une L3 de sociocriminaux. Comme ça, en un an, j'avais une double licence de sociocriminaux. Et comme à ce moment-là, j'étais vachement dans mon truc, j'ai toujours aimé aussi les problématiques autour de la délinquance, notamment de la délinquance juvénile. Et taisez-vous, monsieur. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire une année supplémentaire pour vraiment me spécialiser en criminaux, parce qu'à ce moment-là, je voulais être psychocriminologue. Enfin, je voulais faire de la psychocriminologie. Et du coup, c'était cette année-là, actuellement, que j'ai eu, du coup, pareil. Donc, je suis diplômée d'une double licence maintenant. Mais je suis pas hyper épanouie là, dans cette année de sociocriminaux. Enfin, j'ai eu des hyper bonnes notes, mais j'ai vraiment l'impression que j'ai pas appris grand-chose. C'était plus... Enfin, en fait, l'intitulé me faisait « Waouh !» Et après, quand je suis arrivée, j'ai fait « Ah !» Et ouais, je commençais à sentir qu'il y avait quand même un décalage un peu avec les profs, avec la fac, avec les autres élèves. J'étais genre... Je suis allée en cours, j'étais hyper assidue, et puis ouais, j'ai vraiment eu des hyper bonnes notes. C'était super cool, surtout parce qu'on a quasiment été en alternance toute l'année. Donc j'ai travaillé dans un foyer pour enfants pendant 1 an, et ça, c'était trop bien. Moi qui pensais que je détestais les enfants, au final je les aime bien, donc c'est cool, on en apprend tous les jours. Et voilà, et après, en fait, en parallèle, cette année, j'ai commencé vraiment à me dire, ok, le journaliste qui te semblait hyper inaccessible il y a quelques années, est-ce que tu tenterais pas maintenant, que tu sais que peut-être que c'est possible, surtout avec Instagram et tout, parce que j'ai pu avoir, c'est pas du tout pareil, tu vois, mais avoir au moins un pied un peu dans les médias ou au moins dans les réseaux sociaux. Et donc j'ai pris l'option journalisme en plus cette année. Donc j'avais des cours de journalisme toutes les semaines. J'ai fait la prépa au concours journalisme et tout. Je me suis aussi inscrite à une UE culturelle podcast littéraire où j'ai créé un texte. Enfin, j'ai écrit un texte et je l'ai enregistré en podcast et tout pour raconter une histoire qui devait passer normalement devant un jury, mais Covid, voilà. Et après, j'ai passé les concours de l'école de journalisme cette année pour la première fois à distance pendant le confinement. Je n'ai pas été retenue. Et donc là, maintenant, je vais sûrement postuler pour une prépa, journalisme à Strasbourg, mais je tâtonne. En gros, je suis un peu dans un moment où je nage, je fais la brasse et tout comme ça, je me laisse vivre, je regarde des trucs à droite à gauche. Et voilà, en gros, c'est ça, le parcours depuis le bac, c'est à peu près ça. Et qu'est-ce que ça représentait pour toi, les études supérieures ? Ou la vie étudiante en général ? Mais je pense que je m'en faisais pas trop une idée. En fait, je pense que comme beaucoup, tu vois, j'ai suivi le move. Genre, je me suis jamais dit... Déjà, j'ai pas du tout eu la pression dans ma famille parce que les gens ont pas fait forcément des études hyper prestigieuses, tu vois. Genre... Ma mère est allée jusqu'au master, mais mon père, tu vois, il a arrêté l'école à 14 piges et on nous a jamais mis la pression à ma sœur et moi, ma petite sœur, sur faut faire des études, faut absolument faire un bac général. Genre vraiment, mes parents, ils étaient en mode vous faites ce que vous voulez. C'est juste que je pense qu'on a toutes les deux eu plus d'aptitudes littéraires, on a toutes les deux fait un bac L. Parce que à la maison, on nous incitait beaucoup plus à lire et tout machin. Enfin, moi, j'ai toujours eu cette aptitude-là dans l'écriture et machin. Mais je me suis jamais dit, il faut absolument que je fasse un bac général ou il faut absolument que je fasse des études supérieures. C'était juste que
comme beaucoup, comme je pense que je savais pas exactement ce que je voulais faire, et que je savais que tout ce qui pouvait être un petit peu plus rapide, entre guillemets, donc on va dire les métiers plus manuels, moi je suis une énorme daube avec tout ce que dès que je touche un truc avec mes mains, ça se brise, ça explose, ça ne fonctionne pas. Et donc je savais que de toute façon ce serait pas un truc, parce que moi mon père était dans le manuel, je savais très bien que je n'irais pas dans ce côté-là de la famille. Et du coup, comme tu sais pas ce que tu veux faire et qu'il faut gagner limite du temps de réflexion, bah tu te dis bah je vais aller à la fac, tu vois. Puis comme t'as pas l'argent pour aller dans des écoles, bah tu suis le système en fait. Enfin, en fait tu suis le... Ah ouais, tu suis le move de ouf quoi. Et vraiment la psychologie ça m'est venu la veille au soir parce que juste... Ouais, au début, je me disais vraiment, ouais, je vais aller en LEA pour suivre tout le monde. Et puis après, la psychologie, je me suis dit, oh, t'aimes bien écouter les gens, t'aimes bien les soutenir. Enfin, les gros clichés de la psychologie, parce que ce n'est pas ça. Enfin, c'est pas que ça, du moins. Et donc, ouais, je me suis dit, vas-y, je vais suivre le truc et tout. Mais je me suis jamais dit que je ferais des études longues. En plus, je pense que plutôt quand j'étais petite, j'avais un peu envie de travailler vite. Et après, une fois que je suis arrivée en psycho et que j'ai commencé à vraiment apprécier ce que je faisais, bah, de mes potes, je suis la seule qui fait encore des études, quoi. Parce que là, j'ai 25 ans, j'ai 2 licences, mais j'ai pas de master. Et donc là, techniquement, avec les 2 licences que j'ai, je peux pas travailler. J'ai pas de diplôme qui me permet d'avoir un boulot tout de suite. Il faut forcément soit que je passe des concours supplémentaires, par exemple, pour être éducatrice spécialisée, soit il faut que je fasse un master. Donc, techniquement, là, maintenant, tout de suite, je suis encore étudiante pour au moins 2 ans. Et alors que tous mes potes, ça y est, ils bossent depuis 2-3 ans, ils sont établis, ils ont des CDI, tu vois, ils parlent de CE d'entreprise. Tu sais, moi je suis, oh, le quoi? C'est pas le BDE, attends, je ne comprends pas. Donc on a vraiment pas le même mode. Et même ma petite sœur, qui a 3 ans de moins que moi, bah là, elle a terminé ses études cette année, tu vois. Ouais. Elle est infirmière et elle a fini, et là, elle va commencer à bosser et tout. Et au final, ouais, je me suis pris un peu au jeu des études, mais je crois que c'était surtout parce que j'avais hyper peur de me rentrer dans la vie active. Parce que pour moi, pas parce que je me disais... oh, c'est des responsabilités et tout, mais c'est parce que je trouvais que dès que les gens rentraient dans la vie active, ils devenaient chiants. Et moi, je me disais, est-ce que j'ai vraiment envie de commencer à me plaindre dès le lundi en disant, je suis fatiguée, et après, oh là là, ouais, voilà. Moi, je voulais pas ça, le truc métro, enfin, je crois que je suis hyper peureuse, mais c'est pas peureuse en mode genre, je sais que ça va arriver, j'ai peur, mais plus parce que ça m'attire pas du tout. Les côtés hyper conventionnels de la vie d'adulte, de dire... ouais, t'as des horaires stricts, avec des open space, enfin, vraiment ma phobie, quoi. Les open space, avec des réunions d'entreprise et tout, machin. Après, tu vas au parc Astérix à 30 € au lieu de 55, enfin, vraiment, ouais, c'est les dossiers à rendre et tout. Moi, c'est... Enfin, déjà, la vie d'entreprise telle quelle, je serais jamais allée dedans, parce que même en psycho, j'aurais pas bossé dans des entreprises, tu vois, j'aurais été en cabinet, enfin, plutôt dans le public, donc dans des hôpitaux, des trucs comme ça. Mais je crois que j'ai repoussé un peu aussi parce que je savais pas vraiment ce que je voulais faire et parce que j'avais pas trop envie de commencer à râler tous les jours comme les gens qui commencent à bosser, quoi. Et du coup, tu t'es jamais senti en décalage un peu, justement parce que t'as commencé un peu plus tard à cause de ton bac et après là parce que t'es encore en études? Bah, le bac c'était chiant parce que c'est quand même un moment qui est hyper stressant. C'est le truc dont on te parle depuis que t'es scolarisé, en mode un jour tu vas passer le bac et tout, on te met de ouf la pression avec ça. Et c'était difficile de le passer seul, parce que c'est quand même un truc où tu révises avec tes potes et tout. Et moi, le jour où ils ont célébré le bac fin juin, parce qu'ils savaient qu'ils l'avaient eu et tout, bah, je commençais mes révisions parce que je savais que j'allais le passer en septembre. Et en plus, t'es malade et du coup, c'est pas ouf et tout pour réviser, donc ça, c'était chiant. Mais sinon, après... je crois que le décalage, il m'amuse un petit peu en vrai. Okay. Parce qu'il y a un peu ce truc où... bah ouais, je suis la seule de mes potes. Puis ça s'accumule avec plein de choses. Genre, j'ai pas le permis non plus. En fait, le seul truc où j'ai été hyper en décalage avec les gens, mais dans l'autre sens, c'est que moi, j'ai pris mon indépendance hyper... Enfin, plutôt que n'importe qui de mes potes, en tout cas. Genre, je suis la seule qui a eu un appartement. À 18 ans, j'avais déjà mon appartement. Alors que comme j'avais redoublé en 4e... bah ça fait qu'à 18 ans, moi j'étais en terminale, donc c'est-à-dire qu'en terminale j'avais mon appart, alors que tous les gens ils étaient en mode chez leurs parents, tu vois. Et je suis indépendante financièrement depuis mes 18 ans, donc je demande de l'argent à personne de ma famille, je suis en mode solo et tout. Et alors que mes potes ils ont commencé, déjà il y en a beaucoup qui sont encore chez leurs parents, donc il y a un peu eu ce décalage dans ce sens-là, mais par contre c'est vrai que les études, bah oui, mes potes ils bossent et pas moi, et ils ont le permis et pas moi, une voiture et pas moi, mais je crois que ce décalage il m'amuse un peu justement parce que moi je kiffe ma vie comme ça et je me mets pas du tout la pression
Et les rares fois où on a essayé de me la mettre, les gens ils ont compris que ça servira à rien parce que moi, si tu commences à me dire ça, je fais genre, oups, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre et je fais, je m'en fous. Et parce que je pense que les gens ils voient que ça me rend heureuse aussi ce mode de vie qui est, je sais pas. En fait, au final, je me dis depuis mes 18 ans, il n'y a pas grand chose qui a changé. J'ai un peu les mêmes potes, je suis toujours à la fac. Il y a plus ma mentalité, mes réflexions, tu vois, qui ont évolué, encore heureux, quand même. Mais sinon, ouais, moi j'aime bien avoir ce mode de vie qui va un peu plus lentement. J'aime pas les codes en fait. Et le dire il faut arrêter les études à tel âge, il faut après être en couple, se marier, avoir des enfants, enfin tout ça c'est ma phobie. En fait, tous les trucs là comme ça où on nous dit c'est des étapes. Je sais qu'il y a des potes à moi que ça fait rêver, tu vois, qu'on hâte d'avoir une maison, de la décorer et tout. Moi je suis vraiment en mode si un jour je peux juste avoir, je sais pas, une caravane et genre vraiment n'être jamais posé. Enfin, ou même qui pensent déjà être propriétaires. Grand bien leur face, tu vois, genre si c'est ça qui les rend heureux, bah trop cool, tu vois, je leur souhaite. Mais moi, c'est tout ce qui est conventionnel, ça me hérisse les poils. C'est pas fait pour moi. Moi, j'ai besoin que ce soit freestyle, j'ai besoin de me sentir piégée par rien, j'ai besoin de me sentir libre. Et le fait de faire des études à rallonge, c'est un peu ça aussi, où je me dis, j'ai pas de patron, j'apprends plein de trucs. Moi, j'ai aussi un peu ce truc-là. Je suis hyper curieuse et du coup, j'ai tout le temps envie d'apprendre plein de choses, donc c'est pour ça que je fais plein d'études différentes. Et de me dire, ouais, que j'ai pas de deadline, de compte à rendre à personne et tout, machin. Enfin, moi, c'est ça que j'aime bien. Et du coup, oui, bah après, mes potes... Et c'est un peu des blagues récurrentes, tu vois, de dire Célia, elle est toujours en L3. Oui, voilà, c'est un truc qu'on dit souvent et tout le monde en rigole, et moi aussi, ça me vexe pas. Enfin, bref, et puis je vois mes potes. Et je pense que, du coup, on s'apporte plein de choses parce qu'eux, ils m'apportent une vision du travail que j'ai pas, et moi, je leur apporte une vision de la fac et de la vie étudiante qu'ils ont plus. Et du coup, enfin, ça crée pas de décalage entre nous, c'est juste que c'est plus marrant, quoi. Ça fait, bon, bah, Célia, c'est la fille qui mène sa barque là-bas en L3, quoi. C'est tout. Comment t'as vécu l'autonomie, justement, le début de ton indépendance? C'était... En vrai, je pense que je l'ai énormément fantasmé quand j'étais plus jeune, comme peut-être beaucoup de jeunes, tu vois. Mais moi, comme ça se passait pas très bien chez moi, je suis partie un petit peu rapidement. Et un peu dans la précipitation, et je m'étais trop dit ouais ça va être génial et tout, mais j'avais pas du tout anticipé tout ce que ça allait engendrer, surtout d'un point de vue financier, genre, et même de trouver un appart et tout. Après j'ai été beaucoup supervisée par des gens, notamment des gens du lycée, dont mon CPE qui est une des meilleures personnes sur cette planète Terre, mais avec qui j'avais tissé des liens hyper cool, et qui m'avait aidé à trouver un logement qui était pas trop cher un peu pour les étudiants. Enfin, en gros, j'ai loué une chambre chez une mamie la première fois que je suis partie, parce que la mamie, elle avait plus ses enfants chez elle, mais elle avait quand même gardé l'appart et il lui fallait un peu de revenus. Donc c'était un peu un accord entre nous, dans le sens où elle me louait une chambre vraiment pas chère, et moi, en échange, je l'aidais à porter ses courses et tout. Enfin, bref. Moi, comme j'adore les vieilles personnes au premier degré, du coup, j'étais très contente de vivre avec une mamie. Et... Et c'était difficile le début parce que d'un coup, tu te rends compte que faut que tu apprennes tout, tu vois. Donc moi déjà, je savais pas du tout cuisiner. J'achetais que des trucs tout faits, Picard, machin, William Saurin, je sais pas quoi. Et je cramais tout, je ratais tout, enfin, c'était n'importe quoi. Je mangeais hyper mal, je commandais des pizzas. Il y avait un espèce de truc qui livrait des pizzas où j'habitais... Là, à ce moment-là, j'habitais dans le 9-1, enfin j'habitais dans le 91. Et limite, le truc, à la fin, il connaissait mon adresse, en fait. Genre, je l'appelais, il reconnaissait mon numéro de téléphone, il faisait « Oui, Célia a une calzone, on t'apporte ça tout de suite et tout. » Enfin, j'ai eu une hygiène de vie les premières années qui était assez déplorable. Et financièrement, c'était hyper dur, quoi. Parce que tu commences la vie... en plus, c'était ça le problème, c'est que quand t'arrives à la fac, t'as la bourse universitaire, mais au lycée, t'as pas d'aide, tu vois. Enfin, ou alors, pas à ma connaissance, sinon... il y a un problème. Mais en tout cas, moi, comme j'ai commencé à être étudiante en terminale, il n'y avait pas d'aide pour moi, donc j'ai dû vivre un peu avec les économies que j'avais réussi à mettre de côté parce que je travaille depuis que je suis petite quand même. Enfin, petite, non, mais depuis que je suis ado du moins, où genre je bossais dans des restos et tout, donc j'avais mis un peu de sous de côté. Mais la première année, c'était de ouf, la galère financièrement, genre vraiment. Il y a un mois où j'ai pas pu payer mon loyer, je me rappelle, j'ai appelé mes grands-parents en mode « Hello, ça va les copains ? Vous avez pas genre 500 balles à me dépanner vite fait ?» que j'ai remboursé après. Mais ouais, il y a eu des périodes où je pense que j'ai saigné la soupe déshydratée, tu vois, c'était vraiment en mode... Et après, je suis arrivée à la fac et là, la bourse universitaire m'a sauvée et sans les aides d'État, tu vois, donc les APL et la bourse universitaire, j'aurais pas pu faire d'études supérieures, par exemple. Moi, ça m'a permis
de pouvoir faire des études supérieures. Aujourd'hui, je me débrouille toute seule parce que je travaille et parce que j'ai des sous autrement. Mais en tout cas, les années où j'étais à Paris et la première année où je suis arrivée à Strasbourg, c'était les 3 années les plus difficiles financièrement, on va dire, mais notamment l'année où j'étais en terminale, bah c'est grâce à... Ouais, c'est grâce à l'État et la soupe déshydratée que j'ai pu faire des études supérieures. Mais ouais, ça, c'était le plus dur dans l'autonomie, c'est de devoir d'un coup... bah, tu te rends compte qu'il y a plein de trucs à payer. Et puis, tu sais, des trucs auxquels t'as pas pensé, mais genre une box. Tu vois, genre, tu sais, le genre de truc où t'as pas la... Ouais, voilà, de ouf, l'assurance habitation, enfin, la taxe et tout, machin. Et puis même ton forfait de téléphone, et puis tes tickets de transport, et enfin, tu vois, tous ces trucs-là. Une mutuelle étudiante, enfin, tu sais, des trucs qui te paraissent absurdes, où tu te dis, mais quoi, qu'est-ce que c'est que tout ça, là, il y a beaucoup trop de mots dans nos phrases. Et ouais, ça, c'était difficile. Et puis même, je pense que c'était ça, et faire à manger. L'argent et faire à manger, c'était le plus difficile. Après, la solitude, je l'ai pas de ouf ressenti, parce que justement, comme j'étais quelqu'un qui avait hyper peur d'être seule, mon appart, et que j'étais la première à avoir un appart, ma porte, elle était toujours ouverte à tout le monde. Donc tous mes potes squattaient tout le temps chez moi. Mes premiers apparts que j'avais dans le 91, vu qu'il était pas très loin du lycée, puis pas très loin ensuite de la maison de famille de mes potes, bah ils venaient tout le temps, il y avait tout le temps quelqu'un qui dormait chez moi le soir, quoi. Parce que comme ça, j'étais en mode, venez et tout, me laissez pas toute seule. Parce que la mamie, souvent, elle partait dans sa résidence secondaire qui était en Bretagne. Donc les semaines où elle était pas là, bah en fait, il y avait des gens qui vivaient avec moi en coloc. Elle était au courant, mais elle me disait pas quand je suis là. Mais quand elle était pas là, bah il y avait plein de gens qui squattaient. Et puis après, j'ai habité un moment à Fontaine-Michalon, et pareil, il y avait tout le temps des gens qui squattaient. Et après, c'est une fois que je suis arrivée à Strasbourg que là, j'ai commencé à apprécier la solitude et que je me suis dit, bon, maintenant je vis en coloc, du coup, je suis presque jamais seule, mais où j'étais en mode de... C'est bon, je peux dormir toute seule le soir, ça arrive et tout. J'apprécie ma compagnie. Ouais, voilà, c'est ça. Mais parce que je pense que je me suis fait violence en venant à Strasbourg. Genre, t'arrives dans une ville où tu connais personne et où tu repars à zéro. Et donc, forcément, les premières semaines à Strasbourg, bah, j'étais toute seule parce que j'avais aucun repère. Je connaissais vraiment personne, je connaissais pas une rue. Je me paumais à chaque fois tous les matins avant d'aller à la fac parce que le campus universitaire à Stras, il est quand même grand. Et j'étais genre, pourquoi j'ai fait ce choix de merde déjà que je regrette pas du tout aujourd'hui, tu vois. Mais ouais, je pense que c'était ça. La bouffe et l'argent, c'était vraiment une galère. Mais c'est bien parce que je pense que ça m'a... Déjà, aujourd'hui, je cuisine de ouf. Donc ça m'a forcé... Enfin, c'est plus quand je suis devenue végétarienne, mais ça m'a forcé à apprendre à cuisiner. Et l'argent, ça fait que... Peut-être que parfois, je suis un peu extrême, mais ça, je suis tellement pas dépensière, quoi. Mais pas dans le sens, genre... je suis hyper proche de mes sous, mais je les investis pour moi correctement. J'achète jamais de babioles ou de trucs qui vont me servir à rien. Moi, mon argent, aujourd'hui, je le dépense dans le fait de bien manger, donc de préférer peut-être payer un peu plus mes courses, mais me dire, bah, j'achète français, local, de saison, en vrac et tout, zéro déchet. Et après, je ne me restreins pas trop sur les sorties avec les amis, donc les bars, les soirées, bon là, en ce moment, il n'y a pas grand-chose, mais les bars, les soirées et tout, machin. Et mais par contre, tu vois, je dépense jamais dans ce que j'appelle des bêtises, tu vois. Des trucs qui servent pas à grand chose, des fringues, des trucs, enfin. Et je pense que le fait d'avoir manqué fait que je suis prudente avec mon argent. J'ai toujours un peu de côté et tout, genre ça m'a marqué. Et je sais que j'ai du mal à lâcher des grosses sommes, même quand je sais que je les ai, et que je sais que c'est pour la bonne cause ou pour un voyage ou quoi. Je vais tout le temps réfléchir quand même beaucoup en me disant est-ce que je vais pas avoir besoin de cet argent après. Je crois que la soupe déshydratée, ça te marque à vie, tu vois, genre tu fais bon, on va faire attention quand même. Comment t'as vécu le fait de devoir travailler à côté de tes études ? Est-ce que t'as travaillé pendant l'été ou aussi pendant les périodes J'ai fait les deux. J'ai fait les deux quand je suis arrivée à Strasbourg. Donc c'était la dernière année où j'ai un peu galéré financièrement. Et j'ai travaillé... Est-ce qu'on peut dire même des noms de marques ou des trucs comme ça? Bah, je pense. Ouais. Je pense. Bon, j'ai travaillé pour une grande marque de café avec un mec qui dit what else. Mais en gros, j'ai travaillé... j'ai travaillé à Nespresso quand je suis arrivée à Strasbourg. Et je travaillais les week-ends en fait. En fait, j'ai jamais pu travailler après les cours parce que on finissait souvent les cours tard, tu vois, à 20h. Et même si tu veux travailler dans la restauration ou des bars, c'est trop tard, tu vois, il faut quand même que tu viennes un peu plus tôt. Donc je travaillais les week-ends à Nespresso et j'ai trouvé ça hyper difficile, quoi. Déjà, le taf en lui-même, je commençais déjà à être un peu à fond dans l'écologie, donc c'était compliqué pour moi de bosser dans une marque qui partageait pas mes valeurs.
Et puis, bon, bah, il faut pas se mentir, je faisais quand même beaucoup la potiche. Et pareil, en fait, tu sais, c'était un peu le début de mon écologie radicale et de mon féminisme radical. Et d'un coup, t'es face au fait de dire, ouais, mais t'as pas d'argent. Donc à un moment donné, on fait quoi? Est-ce qu'on ne mange plus, mais par contre, on est hyper en accord avec ce qu'on veut? Ou est-ce qu'on fait une petite entorse, mais en même temps, bah, on met du beurre dans les épinards, tu vois? Et donc, bah, pendant la première année à la fac à Stras, j'ai bossé tous les samedis, en fait, je bossais à Nespresso. Et je faisais des fat journées de ouf, qui pouvaient être encore plus longues quand on était en période de Noël ou des trucs comme ça. Et j'ai trouvé ça super dur, quoi, parce que déjà, le boulot en soi, même si techniquement c'était faire la potiche, tu restes quand même debout toute la journée, donc c'était assez intense. Et parce que je trouvais que concilier les révisions, le fait de bosser et tout, plus ça, sachant qu'en plus c'est pas un boulot que t'aimes, donc tu vas vraiment à reculons, tu croises des gens vraiment pas cool parfois, j'ai trouvé ça hyper difficile. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je préfère? Et je me laissais à ce moment-là l'été de livre total, tu vois, genre je partais en vacances presque tout l'été. Et après cette année-là, je me suis dit, ok, est-ce que je préférerais pas ne pas bosser de l'année, mais par contre bosser, parce que la fac, ça commence, enfin tu vois, ça termine fin mai, et après on reprend genre mi-septembre, et je me disais, ça me laisse quand même une grosse période de libre. Est-ce que je bosserais pas comme une ouf pendant cette période, et même pendant les vacances, tu vois, de Noël, février, la Toussaint et tout, pour mettre de l'argent de côté, et après me verser un salaire tous les mois avec l'argent accumulé. Et en fait, c'est ce que je fais depuis... Du coup, j'ai commencé à travailler en 2017 à la maison de retraite. Donc, je bosse dans une maison de retraite en région parisienne, pas très loin de chez ma famille. Et donc, je bosse H24. En fait, je me prends à chaque fois une semaine de vacances et tout, où je pars avec ma grosse bande de potes. Généralement, on part dans des endroits hyper paumés en France et tout. Mais par contre, je travaille 6 jours sur 7. Parfois un peu plus, parfois voilà. Parfois, on dépasse un petit peu la légalité. Mais je travaille comme une ouf et après j'arrive à me dégager une bonne somme, tu vois, et après je me fais un petit versement tous les mois qui est complété par la bourse universitaire et les APL et même par exemple à Strasbourg on a des jours fériés qu'il n'y a pas dans le reste de la France, tu vois, parce qu'on a un peu le système allemand pour certains trucs. Et donc dès que j'avais un week-end de 4 jours, enfin dès que je sais pas pourquoi je parle au BC, c'est toujours pareil, mais dès que j'ai 4 jours par exemple de suite, j'envoie tout de suite un message à mon patron à la maison de retraite en disant est-ce qu'il y a moyen de travailler ce week-end? Il me dit oui, je prends un billet de train, je fais les retours, je taffe, je reviens, enfin et du coup je fais ça tout le temps. Alors maintenant que je me projette beaucoup à Strasbourg, je me dis qu'il faudrait que je trouve un boulot dans la maison de retraite de Strasbourg, sachant que comme c'est une chaîne de maisons de retraite, c'est possible en fait que je trouve dans le même établissement mais ici. Mais je suis un peu attachée aux vieux dont je m'occupe et tout, et j'ai un peu du mal à les lâcher, mais bon, je me referai des vieux ça, avec eux, des liens cool, tu vois, mais j'ai un peu du mal à lâcher celui-là. Mais en gros, voilà, donc je préfère largement ce système de me dire que bah, peut-être que je pars moins en vacances, mais je me mets moins de pression pendant l'année, quoi. Et surtout, psycho, c'est quand même, malgré tout ce qu'on peut en dire, c'est des études qui sont hyper intenses, et qui sont vraiment difficiles, enfin en tout cas à Strasbourg. À Paris, j'ai moins le souvenir que c'était intense, mais peut-être parce que j'étais un peu à côté de mes baskets à ce moment-là. Mais à Paris, à Strasbourg, je me suis vraiment investie, et ça demande une charge de travail vraiment forte, quoi. Et je trouvais que avoir les week-ends pris par les études en plus, c'était impossible. Alors qu'au moins, quand je bossais à la maison de retraite, j'avais rien d'autre à penser que d'être à la maison de retraite, parce que là, t'étais en vacances scolaires, et puis c'est terminé. Et au final, comme la plupart de mes potes commençaient à travailler, bah, ils avaient plus 3 mois de vacances non plus. Ils étaient obligés de poser... quelle angoisse! Ils étaient obligés de poser leurs jours. Donc en fait, au final, on posait nos jours en même temps. Et j'avais l'impression d'être pour une fois un peu dans le même système qu'eux, c'est-à-dire bah, j'ai qu'une semaine de vacances comme vous. Et ça me permettait de faire de l'argent. Puis en même temps, comme ça, ça me faisait passer tout l'été en région parisienne. Donc je pouvais voir tous mes proches que je vois plus forcément aussi souvent depuis que je suis à Strasbourg. Donc ouais, c'est un rythme qui me convient bien, quoi, de faire ça. Donc là, cette année, ça a été un peu bousculé, tu vois, normal. Mais c'est quelque chose que je pense que je ferai... Enfin, dès l'année prochaine, je vais remettre ça en place, mais à Strasbourg, pas à Paris. T'as pas eu peur en te mettant dans la psycho, enfin avec tout ce qu'on entend, c'est bouché, tout le monde fait psycho Mais moi, en fait, je me projette tellement à plus 10 minutes et pas plus dans la vie, que je me disais, en fait, on a beau me dire que c'est bouché, je pense tellement pas... Enfin, franchement, je pense que maximum, moi, je me projette un mois, tu vois. Mais depuis toujours, depuis toute petite, je profite tellement de ce qui se passe maintenant.
En fait, je suis tellement consciente que... Enfin, consciente. Et ça fonctionne pour moi, tu vois, de me dire que les choses peuvent tellement changer du jour au lendemain. Mais pas forcément... pas obligé qu'il t'arrive un accident ou un drame ou un truc comme ça, tu vois. Mais ça, par exemple. Mais même au-delà de ça, je me rends compte que là, par exemple, en 2 ans, j'ai tellement changé, tu vois, de mood et tout, que je suis là, genre, bah... Ça se trouve, en fait, dans 2 ans, j'aurai plus du tout les mêmes envies. Et donc, ça sert à rien de me dire où est-ce qu'il va y avoir du travail dans la psycho, parce que ça se trouve, dans 2 ans, j'aurais même plus envie de faire psycho. En fait, je fais vraiment les choses que j'aime sur l'instant, parce qu'elles m'inspirent, parce que ça... J'ai l'impression que ça m'apporte quelque chose, tu vois, mais je le fais pas forcément dans une dynamique de qu'est-ce que ça va m'apporter par la suite. En fait, je me dis qu'est-ce que ça m'apporte maintenant. Je sais pas, mais j'ai l'impression que je suis souvent un alien quand je dis des trucs comme ça, parce que, enfin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord, mais dans les faits, au final, ils le font pas, tu vois. Tout le monde se projette un peu, genre, quel métier je vais faire, et nanani, nanana. Et moi, je me dis, alors après, c'est peut-être ultra utopique, et ça se trouve, dans 5 ans, vous allez me retrouver en mode, genre, par terre, en train de dire, ah, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, tu vois. Mais je me dis, ouais, en fait, on projette tellement, tu vois, 5 ans, 10 ans, 15 ans, en mode le métier, le mec avec qui je vais être, les prénoms que je vais donner à mes enfants, où est-ce que je vais habiter. Et je suis là, genre en mode, mais repense à toi il y a 5 ans. Est-ce que tu. Ouais, est-ce que tu. Là, est-ce que t'avais prévu, tu vois. Et pas forcément c'est moins ou moins bien, tu vois, c'est juste que c'est hyper différent. Genre, moi, je me rends compte que il y a même pas 6 mois, j'avais pas du tout les mêmes envies que maintenant. Donc, je me dis, ça sert à quoi de, tu vois, de cadrer tout ton chemin de vie. Alors qu'en fait, au final, déjà, ça t'empêche de voir plein d'autres opportunités. Et vraiment, après, t'es genre keblo comme ça et tu fais. Et à un moment donné, en plus, t'as tellement tracé ton chemin que même s'il te convient plus, bah t'es là, genre, bon, bah je vais continuer, alors qu'en fait, ça te va pas. Et du coup, la psycho, j'y suis vraiment rentrée comme ça. Je me disais, qu'est-ce que j'aime faire actuellement à 18 ans. Et à 18 ans, j'aimais bien parler, écouter, conseiller, soutenir. Et je me suis dit, vas-y, je vais aller là-dedans. Et on m'avait dit que c'était un truc de glandeur. On m'avait dit que c'était bouché à mort, que je trouverais jamais du taf. Et j'étais en mode, peut-être. Mais moi, ça me parle. Et j'ai vraiment de ouf kiffé faire la licence de psycho. J'ai trouvé que c'était une expérience de fou. Et je pense que même suivre de temps en temps des cours de psycho, ou suivre même un cours de psycho dans sa life, ça pourrait changer genre le monde, tu vois, d'avoir un peu plus... Justement, qu'est-ce que t'as retenu, qu'est-ce qui t'a le plus marqué si tu devais retenir une chose de tes licences, de tes 2 licences, un enseignement ou quelque chose qui t'a vraiment marqué? En psycho, déjà on peut commencer par la socio-criminaux. Je crois qu'en soi en cours j'ai malheureusement pas appris grand chose, si ce n'est peut-être des trucs un peu en négociation lors de conflits, de communication non violente, mais je l'avais déjà vu avant donc j'ai pas appris grand chose. Par contre, avec le stage que j'ai fait en foyer, j'ai été confrontée à des enfants qui avaient plein de problématiques différentes, tu vois. Mais c'était quand même dans un quartier difficile. En fait, la problématique était quand même dans un quartier difficile. Donc forcément, j'étais confrontée à des enfants qui avaient des cadres familiaux qui étaient hyper complexes. Et surtout qui réunissaient plein d'aspects différents dans le sens où genre t'as la culture, t'as le milieu de vie, t'as le niveau d'éducation des parents, des enfants, etc. Et ça fait que ça t'oblige à bosser beaucoup ta tolérance, dans le sens où bah, toi, tu vois ça avec ton prisme, c'est-à-dire avec l'éducation que tu as reçue, avec la religion ou pas, justement, que tu as connue, avec l'école, comment tu l'as connue, etc. Et ça te force à voir d'autres réalités que la tienne, et du coup à modeler un petit peu ton propos pour qu'il soit le plus adapté possible aux gens en face de toi. Et ça, pour moi, enfin, tu vois, l'adaptabilité, c'est hyper important même dans ta vie de tous les jours, parce que si tu vois les choses qu'à travers ton propre regard, enfin ton simple regard, tu vois, ça fait qu'il y a énormément d'incohérences et de quiproquos et tout avec les gens, parce que tu vas imposer ta vision des choses en mode genre non, c'est comme ça qu'il faut faire, alors qu'en fait tu dis ah mais je comprends qu'il ait pas fait comme ça parce que pour lui ça voulait dire ça, ou parce qu'il a connu ça avant, ou parce que lui ça c'est sa réalité, sa vérité et tout. Et en fait je m'en suis rendu compte parce qu'au début j'étais vraiment outrée que les enfants jettent des trucs par terre, tu vois. Dans le sens où, quand j'allais les chercher à l'école, et ben parfois, ils finissaient leur pomme-pote et hop, ils la balançaient au sol, tu vois. Et moi, ça m'horrifiait de ouf, parce que j'étais en mode, mais pour... Et ça me provoquait de la colère, tu vois. Bien sûr que je n'exprimais pas sur les enfants comme ça, parce que je suis pas ouf, tu vois, mais j'avais quand même ce truc où... tu vois, je comprenais pas en fait comment ça pouvait être possible. Et en fait, je me suis dit, bah, moi j'ai été éduquée dans un milieu où bah, c'était inacceptable, tu vois. Mais parce que j'ai grandi dans des conditions où, bah, qui étaient tellement plus paisibles en fait. Et on avait le temps de se préoccuper de la pollution, on avait l'énergie mentale de s'en préoccuper, etc. Comme quand on parle par exemple de végétarisme et tout.
Et ces enfants, non, tu vois. Et c'est ni bien ni pas bien, c'est juste différent, tu vois. Donc moi, j'ai animé du coup des ateliers un petit peu avec eux pour les sensibiliser à ça, mais sans mépris et sans, tu vois, sans véhémence, en mode, bah genre, on a juste des réalités différentes et il faut que on fasse un pas chacun l'un envers l'autre, que moi je sois pas agressive avec eux et que j'accepte aussi leur façon de faire et leur réalité, qu'ils acceptent la mienne pour que ni eux ni moi soient brusqués, tu vois. Et je pense que c'est quelque chose à faire même avec des très jeunes, alors qu'on a l'impression que justement ils comprennent rien parce qu'ils ont 6 ans, ou qu'ils ont juste envie de courir et de pas t'écouter et de faire l'inverse. Alors que justement, c'est un truc que j'ai remarqué aussi avec les enfants que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que si tu leur parles vraiment comme à des adultes, que tu leur poses des questions, que tu les sollicites, tu vois, que t'es vraiment dans une démarche dynamique et active où ils sont pas juste passifs en train de faire oui, non, peut-être, tu vois, et que vraiment t'essayes de les stimuler hyper bien avec eux. Donc ça, je pense que c'est ce que j'ai appris, mais c'était pas vraiment en cours, c'était plus avec le stage. Et en psychologie, je pense que le truc le plus intéressant, et j'en ai parlé un peu sur Instagram, c'était la responsabilité émotionnelle. C'est de se dire que... Enfin, plein de trucs. En vrai, en psychologie, je pourrais faire une liste de 40 points, tu vois, parce que c'est vraiment hyper intense. Et je pense qu'on est beaucoup... Enfin, qu'il y a beaucoup de gens qui commencent la psycho avec énormément de préjugés. Et en fait, tu te rends compte que c'est hyper intense et que c'est beaucoup plus grand, en fait, que ce qu'on te dit. Et surtout, je pense que malheureusement, il y en a beaucoup aussi qui commencent en pensant que ça va régler leurs soucis. Alors que, genre, pas du tout. C'est vraiment pas fait pour ça, tu vois. Enfin, il faut plutôt voir un thérapeute que faire des études de psycho. Mais ouais, la responsabilité émotionnelle dans le sens où que les gens ne sont pas responsables des émotions que toi tu ressens, tu vois. Et que, ça semble hyper logique dit comme ça, mais qu'on a souvent ce réflexe au quotidien de dire, bah c'est un tel qui m'a énervé, c'est une telle qui m'a rendue jalouse, tu vois, et de dire qu'en fait c'est par leur comportement, par leurs mots, leurs actions et tout machin, que toi t'as ressenti des émotions, donc souvent c'est plutôt pour des trucs négatifs, tu vois. Parce que tu t'en veux pas trop à quelqu'un qui t'a mis en joie, tu vois. Mais même ça, en fait, au final, ça veut dire que la joie, elle émane aussi de toi et pas des autres. Et de se dire qu'en fait, les émotions que tu ressens, elles sont vraiment liées à ton propre vécu, tu vois, à tes propres histoires, à tes propres insécurités, à tes propres failles. Et qu'après, elles se reflètent sur les gens. Et qu'il y a des gens qui vont, qui vont raviver des trucs que t'as déjà vécu, mais que c'est pas eux en fait, c'est juste un miroir, c'est juste un support, c'est comme si les gens c'était genre une feuille et après c'est toi qui écris dessus, tu vois, mais t'écris ce que tu veux et je pense que c'est important de s'en rendre compte. Enfin moi en tout cas ça m'a beaucoup apporté dans les discussions avec les gens parce que ça fait que tu te déresponsabilises plus de ce que tu ressens et que au lieu de pas réfléchir, parce que souvent quand t'as quelqu'un qui va te dire par exemple genre ouais tu m'as mis en colère, tu vois, déjà la discussion elle est hyper stérile parce que l'autre il va essayer de se défendre en disant non mais j'ai pas voulu faire ça, je voulais pas te mettre en colère, t'as mal compris et tout, enfin bref la discussion sert à rien. Et surtout la personne qui ressent la colère va pas se poser la question de pourquoi j'ai été en colère, il va se dire pourquoi il m'a mis en colère, genre pourquoi il a fait ça, il m'en veut, il voulait me faire du mal, alors qu'en fait tu dis bah non en fait pourquoi j'ai eu mal, genre qu'est-ce que ça me rappelle, qu'est-ce que ça a touché comme peur chez moi et tout. Et ça, c'est un travail qui est hyper bénéfique, non seulement pour soi, déjà pour comprendre d'où viennent nos émotions, mais aussi pour que la relation avec qui que ce soit, tu vois, familiale, amoureuse, amicale, professionnelle, tout ce que tu veux, soit plus honnête, qu'il y ait plus de communication, et voilà. Et c'est ce que j'avais dit sur Insta, c'était de parler en jeu et pas en tu vois. Donc de dire j'ai eu mal parce que j'ai eu l'impression que tu m'abandonnais. Donc tout de suite, l'autre personne en face va se dire ok, elle m'attaque pas, et en fait, elle me fait part de son ressenti, qui est vrai ou non. En fait, la question, c'est pas ça, parce qu'il y a jamais rien qui est vrai ou qui est faux, c'est juste une question de personne, tu vois, donc c'est ma réalité, après, elle peut différer de la tienne, mais j'ai envie que tu l'entendes, et j'ai envie qu'on en discute pour essayer de trouver notre réalité qui fonctionne, tu vois. Et ça m'a de ouf aidé, parce qu'avant, quand j'étais plus jeune, bon après c'est normal, tu vois, je pense que c'était l'âge, mais genre ado, j'avais tendance à en vouloir à la terre entière pour tout, parce que pour moi, ils avaient tous voulu me faire du mal et tout, nanana, alors qu'en fait, au final, tu dis, bah non, c'est juste que eux, ils avaient une autre vérité à ce moment-là, et un autre regard que moi, je pouvais pas avoir, parce que genre, je ne suis pas dans leur tête, techniquement parlant. Et ouais, ça, je pense que c'est un truc hyper important pour tout le monde, quoi. Mais la psycho, en règle générale. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus justement de ton compte Instagram et puis de tes engagements que tu as pris et comment ça a démarré ? Ouais, bah du coup j'ai commencé en janvier 2018
À la base, c'était pour un défi de 1 an. En gros, ça fait depuis 2015 qu'avec une de mes meilleures potes, qui s'appelle Valentine, big up Valentine, avec qui on s'emmerdait un petit peu et on avait un peu la flemme de prendre des bonnes résolutions comme tous nos potes et puis comme tout le monde en fait finalement. Et parce qu'on les tenait jamais, donc ça nous déprimait. Et on s'était dit, vu qu'on savait pas trop quoi faire de notre vie à côté des cours, on s'était dit viens, on se lance des défis de 1 an pour travailler une mauvaise habitude qu'on avait. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas du tout la dimension écologique qui rentrait. En fait, j'étais au tout début de mes réflexions. Ça commençait à germer un petit peu, mais c'était hyper timide et c'était vraiment pas abouti. Mais on s'était dit, ouais, est-ce qu'on pourrait pas faire des trucs plus pour notre porte-monnaie, tu vois. C'était, à la base, c'était plus économique. Et donc, on a commencé par faire 1 an sans fast-food, parce qu'à l'époque, on y allait tout le temps. En allant en soirée, en rentrant de soirée, on avait 20 ans, tu vois, donc c'était un peu le truc logique, quoi. Surtout à l'époque où on parlait beaucoup moins d'écologie. Maintenant, je pense que les gens de 20 ans ont un autre rapport à ça, tu vois. J'ai l'impression que c'était il y a 1000 ans et que je suis archi vieille, mais genre c'était il y a 5 ans, c'était en 2015, mais en 2015, on se posait moins la question vis-à-vis de ça. Et donc on a commencé comme ça, mais c'était juste entre nous, quoi. Ça avait pas de nom, c'était pas médiatisé, il y avait rien du tout. C'était juste entre nous. On l'avait dit un peu à nos potes qui nous avaient dit qu'on n'y arriverait pas. Du coup, on avait encore plus envie d'y arriver, machin. Et après, on a continué en 2016. J'ai fait 1 an sans acheter de vêtements, qui était, moi, ma plus grosse bête noire, le shopping, parce que j'achetais tous les week-ends dans des gros trucs de fast fashion tout le temps et tout. Donc j'ai fait 1 an sans shopping, mais rien, même pas de seconde main et tout. De toute façon, j'avais tellement... J'aurais pu habiller un régiment, ça servait à rien, j'avais pas besoin d'acheter. Et puis à la fin de cette année-là... j'ai pratiquement vendu les 3/4 de ma garde-robe et je suis jamais retournée dans un truc de fast fashion depuis 2016. Et pareil, du coup, quand j'ai fait 1 an sans fast-food, je suis devenue végétarienne. Enfin, à chaque fois, ça déclenchait des trucs et je me disais, ah, c'est pas mal en fait ce truc de 1 an. J'ai l'impression qu'à chaque fois, ça dégageait des problématiques en moi et ça me faisait grandir, ça me faisait réfléchir et tout. En 2017, c'était l'année où je suis arrivée à Strasbourg. Du coup, j'ai décidé de faire 1 an où je ramassais les déchets par terre. Sans me douter une seule seconde que ce serait impossible. Et du coup, j'ai été submergée par la charge de travail que ça représentait. Et donc en 2018, je me suis dit, ok, comme j'ai pas réussi à ramasser tous les déchets, normal, je me suis dit, vas-y, je vais faire 1 an où je réduis mes déchets. Et pour ça, je me suis dit, après de longues discussions avec ma petite sœur, parce que j'étais en PLS, j'avais trop peur, je me suis dit, vas-y, je crois que je vais créer un compte Instagram qui va me servir un peu de journal de bord dans ma progression. Comme ça permettra d'inspirer mes potes et ma petite sœur. À la base, c'était ça, en fait, le délire. C'était genre... Je pensais même pas forcément le mettre en public. Je me disais, je vais faire un compte Insta. Comme ça, déjà, ça m'évite d'en parler tout le temps en soirée. Parce que comme les gens commençaient à voir que je changeais mon mode de vie... Déjà, j'avais vu avec le végétarisme qu'après, on m'en parlait à toutes les soirées parce que j'étais la première dans mon entourage à le faire. Et donc à chaque fois, on me posait des questions de qu'est-ce que tu manges. J'ai appris à te piquer un peu en mode est-ce que la carotte elle a pas mal et nana. Et je me suis dit au moins avec Instagram, les informations elles seront dessus. Les gens qui sont intéressés, ils y vont. Les gens qui sont pas intéressés, ils n'y vont pas. Et moi, on me saoule pas avec ça dans la vraie vie. En gros, c'était ça. Et puis du coup, je partageais, mais au début, c'était très... C'était genre, j'ai acheté une gourde, j'ai acheté des cotons réutilisables. Enfin, je montrais plus comment je remplaçais certains objets du quotidien par une version zéro déchet. Mais ça parlait pas trop vraiment de quelque chose de plus philosophique, de plus psychologique, de plus développement, tu vois. Même si j'aime pas trop ce terme de développement personnel, mais bref, c'est un peu l'idée. Et après, il y a des gens que je connais pas qui sont arrivés sur mon compte. Et puis, ça a pris aussi une tournure où je parlais beaucoup plus justement de tout ce que ça pouvait engendrer mentalement, de tout, des peurs, du fait de sortir du système un petit peu justement, de comment communiquer avec son entourage quand il n'est pas d'accord, d'aller à son rythme. Je parle beaucoup de bienveillance et de pas culpabiliser et tout. Et donc aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi. Et ça prend aussi une tournure un peu plus... J'aime bien parler aussi de bien-être mental, parce que pour moi, c'est un peu lié au final. Enfin, le fait d'être bien dans son écologie, c'est souvent que tu vas bien dans ta vie en règle générale. Et du coup, pour moi, tout est lié. Les relations aux autres aussi. C'est un peu les thématiques qui me parlent beaucoup, quoi. L'amitié, l'indépendance, le fait de sortir du système, le féminisme, l'écologie. C'est que des trucs qui, pour moi... tu vois, c'est comme une espèce de gros bol avec une soupe dedans, tu vois, et genre je mélange tout. Nourris, voilà, tout et ça. moi je suis genre en mode là là là, et après je donne un peu à manger aux gens, et les gens me donnent à manger de ouf aussi parce que enfin, c'est pas que j'apprends rien, mais c'est pas une démarche de j'apprends quelque chose à des gens.
parce que j'aime pas trop avoir ce rôle-là, c'est plus je discute avec des gens, donc c'est sûr que forcément c'est biaisé parce que enfin je poste et les gens réagissent, mais il y a quand même un échange entre nous qui est pour moi hyper important, et il y a plein de gens sur Insta qui m'ont appris beaucoup de choses alors qu'ils ont pas un compte Instagram pour à la base, mais parce qu'ils m'ont envoyé des messages et tout, et du coup j'ai l'impression que j'évolue avec, par, pour Instagram, enfin il y a vraiment, enfin pour moi j'ai à cœur en fait de créer un espace qui est hyper décomplexé, qui est drôle, tu vois. J'espère, je pense, j'essaye. Qui est pas du tout prise de tête, tu vois, avec des gens qui me ressemblent, mais aussi des gens qui me ressemblent pas, c'est aussi ça qui est intéressant. Et où on s'apporte tous des réflexions. Alors parfois on n'est pas d'accord, parfois le ton fonctionne pas, parfois machin, mais c'est un truc où on communique beaucoup tous et tout ensemble, et voilà. Mais ça reste principalement zéro déchet écologie, mais je l'étends un peu plus à du bien-être. Enfin, j'ai beaucoup parlé d'angoisse et d'anxiété parce que c'est des sujets qui me parlent pas mal, et qui pour moi peuvent être totalement reliés avec l'écologie parce que Dieu sait que c'est un thème qui peut te mettre en angoisse de ouf, tu vois. Et du coup, en gros, c'est ça le compte Instagram maintenant. Ça représente un peu ma vie au quotidien, quoi. Avec un peu de filtre quand même de temps en temps parce que je montre pas tout, tu vois, mais c'est quand même c'est un peu un méli-mélo de tous mes combats au quotidien qui sont, si on peut vraiment vulgairement les résumer, ce serait l'écologie, le féminisme et la santé mentale. C'est vraiment les 3 trucs qui me parlent le plus, mais après la lutte aussi antiraciste, de toute façon tous les trucs qui sont les plus importants maintenant, tu vois, qui étaient les plus importants avant, mais qui sont les plus médiatisés aujourd'hui et qui sont médiatisés à juste titre, quoi. En gros, c'est ça l'idée. Donc là, on a vu un peu ton rapport que tu avais avec les autres, avec les personnes extérieures, et ton rapport avec tes amis, et quelle est la place de l'amitié C'est toute ma life. Non, vraiment, les potes, c'est vraiment toute ma vie. J'ai toujours été... Non, pas toujours, c'est un gros mytho. Non, justement, j'ai pas toujours eu beaucoup de potes, parce que j'étais hyper timide quand j'étais plus jeune, et que, comme beaucoup de gens... Je suis pas du tout une exception de ouf, quoi, mais j'ai eu énormément d'harcèlement quand j'étais plus petite, jusqu'en 5e à peu près. Après, il y avait de temps en temps des gens qui me saoulaient encore un peu après, mais en 5e, ça s'est arrêté, mais ça a été 6e, la pire année et tout, c'était vraiment affreux, j'étais vraiment toute seule. Et après, j'ai commencé à me faire des potes, et c'est surtout qu'en fait, j'ai une bande de potes de mon village, où la plupart je les ai rencontrés quand j'avais genre 6 ans, et c'est toujours mes potes aujourd'hui, et c'est toujours mes meilleurs potes qui sont venus à Strasbourg pour mon anniversaire il y a pas longtemps. C'est vraiment hyper important pour moi de les avoir, et en fait je me rends compte avec le recul, c'est surtout quand je discute avec d'autres gens que je me rends compte que déjà j'ai la chance d'avoir des groupes d'amis, et que c'est pas forcément donné à tout le monde. Il y a des gens qui ont un peu des amis un peu éparses, tu vois, parce qu'ils en ont rencontré au taf, en colo, machin, nan. Moi, j'ai vraiment 2 bandes de potes distinctes qui, en plus, entre eux se connaissent, et donc parfois ils se réunissent aussi. Mais j'ai vraiment ma bande de potes de mon village que je connais depuis mes 6 ans. Et une bande de potes que j'ai rencontrée après le lycée. Enfin, l'année de terminale après le lycée, parce que un des gars de cette bande a redoublé en terminale. Du coup, on s'est retrouvés la même année, alors que normalement, il avait 1 an d'études de plus. Et là, à ce moment-là, j'ai rencontré tout son groupe de potes, où c'était principalement des gars. Et c'est devenu mes 2 bandes de potes, et là ça fait... du coup, même eux, ça fait déjà 6-7 ans que je suis pote avec eux. Et au final, quand je fais un peu le compte, je me rends compte que je suis hyper entourée amicalement. Et c'est super important pour moi. Pour moi, c'est vraiment la famille. Et c'est les gens avec qui je grandis le plus. Pour moi, c'est entre nous qu'on s'est le plus apporté, plus que les cours, plus que le travail, presque plus que les lectures. Parce que c'est quand même hyper important. Mais on se complète déjà beaucoup, on est quand même assez différents, donc ça c'est cool parce que j'avais un peu cette peur qu'à un moment donné on s'enferme un peu trop dans notre bulle, tu vois, et du coup on commence à plus trop se remettre en question sur nos convictions politiques, éthiques et tout machin, et on a quand même des gens qui ont des convictions religieuses, politiques et même de mode de vie, tu vois, assez diverses, et ça c'est cool parce que comme ça on s'enferme pas trop. Et on s'apprend plein de choses. Et je me rends compte que quand j'ai commencé par exemple, à être dans l'écologie, j'étais vraiment toute seule. Alors que là, aujourd'hui, j'ai au moins, 7 de mes potes qui sont végétariens. Et du coup, il y a d'autres gens dans leur famille qui le sont devenus. Et enfin, en fait, ça a fait un peu un effet... ça fait un effet domino de ouf. Et moi, j'apprends plein de choses avec eux. Et
Et je me rends compte, en fait, c'est surtout quand j'en parle sur Instagram, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me font putain, t'es vachement entouré, ou même t'en parles souvent, et même quand tu parles d'eux, on a l'impression que vous parlez beaucoup, et en fait, c'est vraiment. Je sais pas, je trouve qu'on a vraiment réussi à trouver un équilibre dans tous mes bandes, parce que j'ai aussi une bande de potes à Stras, enfin, vraiment, j'ai de la chance, je suis hyper entourée. Je pense que des vrais bons amis, je dois en avoir genre 25, tu vois. Alors que non, mais d'habitude, tu dis genre j'en ai 5. Ouais, voilà. Et moi, je pense vraiment des très très bons potes. Si je compte ceux de Strasbourg, ceux du 91 et ceux du 78, bah, je pense que ouais, je dois en avoir au moins 20, quoi. Et vraiment, c'est pas des connaissances, c'est pas des potes, c'est vraiment des amis, quoi. Et des gens avec qui je peux vraiment parler de tout. Je sais que je peux les appeler, que je peux compter sur eux. Et des gens qui m'élèvent, quoi. Et ça, c'est hyper important, c'est que je me suis rendu compte, j'ai eu de la chance, j'en ai pas eu beaucoup, mais dans mon entourage, ça m'est arrivé, comme tout le monde, tu vois, d'avoir des personnes qui, au final, en grandissant, tu te rends compte qu'elles veulent pas forcément de ouf ton bien, et qu'elles sont dans une dynamique un peu, en fait, d'autodestruction, mais qui se répercute un peu sur toi aussi à la longue, tu vois. Et du coup, j'ai un peu évincé ces personnes-là au fur et à mesure dans ma vie, et là, aujourd'hui, je suis entourée que par des personnes que je trouve... en fait, à chaque fois, mes potes, ils se moquent de moi parce que je suis hyper bisounours, mais dès que je suis les autres potes qui sont pas là, et à chaque fois, je parle d'eux en disant, mais ils sont incroyables. Alors qu'en fait, c'est mes amis depuis 1000 ans, tu vois, donc tout le monde le sait. Mais je les trouve bienveillants, je les trouve intelligents, drôles, pertinents, et enfin, si je pouvais leur écrire des déclarations d'amour tous les jours, c'est un peu ce que je fais en vrai, mais genre, et tout. Et je me rends compte, c'est particulièrement en vacances, justement. Là, on est partis en Normandie il y a pas très longtemps ensemble, un week-end pour faire la surprise pour un des gars dont c'était l'anniversaire. Et à chaque fois, en fait, on se retrouve à avoir... En fait, je trouve qu'on a un équilibre dans le sens où on rigole tout le temps, on fait tout le temps les cons et tout, mais de manière hyper cool. Genre, il n'y a jamais de méchanceté, il n'y a jamais de moquerie, c'est toujours hyper sain et hyper bienveillant. Et en même temps, d'un coup, on va partir dans des discussions d'introspection qui vont durer jusqu'à 5 heures du mat, ou alors des débats politiques ou sociaux et tout, qui durent pendant 1000 ans, où tout le monde est là en mode nah, ou limite on gueule. Et ce qui est cool aussi, c'est que je me rends compte qu'on s'embrouille pas, dans le sens où, pour moi, une dispute, c'est vraiment quand on n'a pas réussi tu vois, à établir des liens. Alors que nous, parfois, on a des désaccords. Je sais qu'il y a des gens avec qui je suis pas d'accord sur certaines positions, dans mes amis, où je sais que même il y a des sujets où on va faire ah non, je te suis pas et tout machin, mais il y a toujours du respect de la position de l'autre, et on s'apporte toujours quelque chose. Et moi, je sais que à chaque fois que je les vois, je ressors toujours grandi de quelque chose, tu vois. Soit parce qu'ils m'ont apporté d'autres angles de vue, soit parce qu'ils m'ont aidé à, je sais pas, à gérer des émotions et tout. Enfin, et je sais que je peux parler de tout avec eux en étant hyper libre. Je me sens jamais jugée de qui je suis, de comment je pense. Je me dis pas, oh non, faut pas que je leur dise ça parce qu'après ils vont me juger, ou parce qu'après ils vont dire, elle est folle, tu vois. Genre, j'ai jamais, par exemple, voilà, ça. J'ai jamais peur d'être jugée folle ou pour quoi que ce soit et tout. Et vraiment, on a trop de chance d'avoir ce groupe-là où... pour tous, c'est la famille. Mais je sais qu'il y en a certains dans mes potes, eux, ils projettent vraiment d'acheter un corps de ferme, je sais pas où, dans la campagne française, et de se dire, on va tous élever nos enfants là-bas. Et genre vraiment, et après je dis, les gars, ça fait un peu secte quand même. Genre, on va faire attention un petit peu. Et puis moi, déjà, je veux pas d'enfants, je peux vous suivre dans le délire. Moi, je m'occuperai des vôtres, je m'occuperai des animaux, mais j'en ferai pas. Mais ouais, on est hyper soudés et tout. Mais par contre, tu vois, on va pas être à tout le temps s'envoyer des messages et tout. Enfin, je sais quand je les vois pas, je suis juste en mode je les vois pas. Mais par contre, dès que je les vois, c'est... Et là, je sais que je pars en vacances avec eux le 15. Et je suis genre... C'est un peu la semaine de l'année où, en fait, on reste qu'entre nous, on éteint les téléphones, on sort pas de la maison limite où on est parce qu'on est dans un coin paumé. On va pas en bar rencontrer des gens. Non, genre vraiment, on est en mode... Notre meute à nous, tu vois. Et en plus, surtout qu'on a un peu des noms de groupes et tout, machin. Et justement, la bande où on est hyper nombreux, où il y a principalement des gars, là, je sais pas pourquoi c'est venu un jour dans un délire de soirée, il y a 5-6 ans et tout, où on s'appelait Théma les loups, et on a vraiment ce truc où genre on est une meute et on est hyper soudés, et on n'exclut pas les autres, parce que souvent on inclut des gens dedans, que ce soit quand il y en a un qui a une copine ou un copain, ou soit les cousins, cousines, les frères et sœurs, même les potes, tu vois, on inclut des gens. Mais c'est vrai qu'on a quand même ce lien qui fait que... entre nous, c'est hyper intense, quoi. Genre, quand on nous voit dans la rue, ouais, ça peut être vraiment en mode de... C'est un peu un film, quoi, mais c'est... Je suis hyper chanceuse sur ça, c'est trop bien. Est-ce que t'as l'impression d'être adulte ?
Je sais pas trop ce que ça veut dire. Je pense que ouais. Je pense qu'il y a quelques temps, je t'aurais peut-être dit non parce que ça m'aurait fait peur. Et aussi parce que je crois que je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais personne ne sait ce que ça veut dire. C'est comme, c'est quoi être une femme, un homme, tu vois. Enfin, être parent, être. Je sais pas. Je pense que ce qui peut différencier, c'est l'indépendance. Mais plus que l'indépendance financière, c'est dans le sens où j'ai pas besoin des autres au quotidien. J'ai pas besoin des autres pour qu'ils me valident, pour qu'ils me. Ça arrive, tu vois, t'as des moments où tu vas un peu mal et tout, t'as besoin qu'on te regonfle un peu l'ego, qu'on te soutienne, qu'on t'écoute et tout. Mais au quotidien, je me suffis à moi-même. Et ça, je pense que c'est un peu le truc où, bah ouais, tu te comprends ton truc, même si on te critique, t'es un peu genre, qui cala, on s'en fout, genre chacun fait sa life, tu vois. Je pense que c'est peut-être ça, être adulte, ouais, que je cherche pas la validation et tout, ça doit être peut-être ça. Et de réussir aussi à s'émanciper un peu des schémas qu'on t'a mis beaucoup dans la famille, tu vois. Aussi de te rendre compte que t'es autre chose que ce que ta famille elle attendait de toi, que t'es plus que ça ou juste autre chose, tu vois. Je pense que ça doit être pas mal ça aussi. Et puis ouais, je pense qu'en fait aussi tu deviens un peu adulte quand tu te kiffes bien toi-même, tu vois. Et ça c'est un peu... c'est hyper facile à dire, tu vois. Et je pense que c'est instable de ouf aussi. Mais, moi, je pense que ça a beaucoup changé à partir de ce moment-là où je me suis dit, bah, ma plus grande alliée dans la vie, même si j'adore mes potes et que là, je viens de faire tout un laïus sur eux, je vous adore, mais la plus importante, c'est moi. Et genre, vraiment, j'ai un truc où je me dis, bah, moi, je vais pas me lâcher et je serai toujours là pour moi dans toutes les situations. Et je pense que ça, c'est bien. C'est ça aussi, cette notion d'indépendance, c'est de se dire que je dépends de personne pour que j'aille bien, pour que je travaille, pour que machin. Et moi, c'est cette notion-là qui est la plus importante pour moi, être adulte, quoi. De vraiment se dire que c'est du bonus. L'amitié, c'est du bonus, que avoir une relation amoureuse, c'est du bonus, que machin. Mais que le plus important, c'est que je me sente en accord avec moi-même, que je me sente bien dans ma peau au quotidien, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, dans tout. Et, et après, voilà, peut-être payer des impôts aussi, mais ça se trouve, j'en payerai jamais, du coup, j'en sais rien. Pour l'instant, je l'ai jamais payé. Mais je sais pas, après... Et puis je pense aussi, c'est se faire confiance et oser faire ce qu'on a vraiment envie de faire, tu vois. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire, ouais, être adulte, c'est être indépendant financièrement, c'est avoir un travail, c'est avoir 2 tables de chevet identiques, tu vois. Enfin, les trucs qui m'angoissent, tu vois. Et en fait, je me dis que c'est aussi assumer que on peut totalement apprécier ce schéma-là, et du coup, bah, y aller totalement, mais si tu t'y reconnais pas aussi, de te dire, bah, non, tu vois. Et de plus forcément avoir peur de la pression des autres. Genre, si t'as les grands-parents qui commencent à dire, eh oh, ce serait peut-être temps d'avoir un master, un diplôme et tout, bah, tu fais, c'est vos peurs, c'est pas les miennes. Responsabilité émotionnelle, on y revient. C'est vous qui avez peur, et c'est pas moi qui vous fais peur, tu vois, c'est... Voilà. Et je pense que ça doit être ça. Mais après, c'est assez abstrait, mais je me pose plus trop la question. Je pense qu'à partir du moment où t'es saine, moi je dirais que c'est plutôt ça, où t'es saine avec toi, t'es saine avec les autres, là t'es adulte. Mais après, c'est vraiment mon expérience, c'est parce que je me dis, j'ai l'impression que moi la scission s'est faite entre ado et adulte à partir du moment où j'étais plus en colère. Genre, ni contre moi, ni contre les autres, et que je me disais, je vais essayer la bienveillance pour moi et pour les autres, et que c'est vraiment devenu un travail au quotidien parce que c'est vraiment beaucoup plus compliqué d'être gentil que d'être méchant, et avec soi et avec les autres. Et à partir du moment où j'ai commencé à sentir qu'en fait j'étais en paix avec moi, avec tout, tu vois, pas tout le temps, il y a des jours où déjà j'ai mes règles, il y a des jours où je suis en SPM, et là je suis pas gentille, enfin c'est pas que je suis pas gentille, mais c'est que je peux être un peu plus irritable, et il y a des jours où il y a des gens qui m'énervent et que voilà, c'est comme ça, je ressens quand même de la colère, mais elle est vraiment pas prédominante dans ma vie, et elle arrive par soupçon parce qu'elle est importante, mais elle ne régit pas mon fonctionnement. Et je me rends compte qu'en fait, il y a quand même beaucoup de gens qui, au final, sans même s'en rendre compte vraiment, mais qui sont beaucoup animés par justement l'envie, la jalousie, la colère, la comparaison, la tristesse, tu vois, la nostalgie. Et c'est des trucs qui sont importants. Il faut les ressentir. Tout ça, il faut le ressentir. De toute façon, toutes les émotions, il n'y en a aucune qui est à bannir. Si elles existent, c'est que, genre même techniquement, scientifiquement parlant, c'est qu'elles ont une fonction. Donc c'est important de pas les refouler et tout. Mais pour moi, à partir du moment où t'es paisible et que t'es en mode genre, tu vois, je sais ce que je veux parler avec les gens pour que ça se passe bien, je respecte mes émotions, mes envies, mes besoins, mais aussi ceux des autres, et que t'arrives à trouver un équilibre. Ouais, voilà, pour moi. Être adulte, c'est être équilibré.
Pas dans le sens être sérieux, pas dans le sens se dire faut plus jamais faire des folies, faut plus être impulsif, mais être équilibré dans le sens où tu sais que ça va, pour toi, pour les autres, pour le reste et tout. Pour moi, c'est ça. Et donc, ça peut arriver à n'importe quel âge. Comme ça peut ne jamais arriver aussi, tu vois. Tu peux être adulte à... Il y en a qui vont être adultes à 40 piges et d'autres à 8 ans. Enfin, ça dépend un peu de ton... Je pense des événements qui ont fait partie de ta vie aussi, tu vois. Il y a des gens qui galèrent de ouf, il y en a pour qui ça va être instinctif. Enfin, ouais. Puis il y en a pour qui seront pas d'accord avec ma définition aussi. Et qui vont dire non, c'est payer les impôts. Ça dépend. Pour finir, je voulais te demander comment tu te projetais dans 10 ans, mais du coup, je vais pas te demander ça. Comme je veux plutôt te demander, est-ce que tu as confiance en l'avenir et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter de bien? Ouais, mais moi, mes limites, je pense qu'il faut que je fasse attention. Et moi, j'ai trop confiance en l'avenir. Je suis tellement pas stressée. En fait, j'ai une espèce de confiance en moi qui est pas... Enfin, c'est pas parce que je me dis que je suis la meilleure, tu vois. Mais c'est que justement, je suis tellement arrivée à un niveau de bienveillance avec moi-même que je me dis, de toute façon, je vais savoir m'écouter. Et peut-être qu'il y aura des moments où je vais remanger de la soupe déshydratée. Et peut-être qu'il y a des moments où je vais galérer, où je vais vraiment me sentir perdue. Et je me dis, putain, j'aurais pu suivre le chemin normal parce que c'était quand même plus simple. Bah, je sais que ce que je fais, je le fais pour moi et je le fais bien. Et que ça porte pas préjudice aux autres non plus. Donc c'est toujours cette notion d'équilibre. Et du coup, je me fais hyper confiance. Et là, justement, on en parlait au début, avant d'enregistrer, mais que pour la première fois, je sais pas trop ce que je vais faire à la rentrée. Et j'ai jamais été aussi paisible et sereine que ça. Parce qu'en fait, je me dis, là, ça veut dire... Enfin, en fait, pour moi, ne pas avoir de plan, ça veut dire que je peux choisir tous les plans que je veux. Et j'aime bien cette... Mais après, je sais qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus dans le contrôle que moi, et eux, ça les ferait stresser de ouf. Mais moi, j'aime, tu vois, par exemple, partir en voyage dans un endroit où j'ai rien prévu. Parce qu'en fait, je me dis, c'est dans ces moments-là où t'as le champ des possibles qui est genre hyper large en face de toi, et tu dis, je peux saisir ça, tu vois. Et aussi parce que ça te pousse à être, comme on disait, genre dans une position active où tu te dis, bah là, les choses, elles vont pas venir toutes préparées dans ta bouche, parce qu'il y a rien qui va venir. Donc si t'as envie qu'il y ait quelque chose qui vienne, bah faut que t'ailles le chercher, faut que tu le provoques, faut que tu le crées, faut qu'il se passe un truc. Et du coup, bah, j'ai vraiment confiance. Quoi qu'il arrive, j'ai confiance. Je me souhaite juste de pouvoir faire des trucs que je kiffe au moment où je les kiffe. Là, actuellement, ce qui me fait le plus kiffer, bah, c'est l'écriture, c'est le format voix, en règle générale. C'est, ouais, je sais pas, inventer des histoires, raconter des histoires, être en relation avec des gens, être toujours aussi bien entourée, avoir l'impression que je sers à quelque chose. J'ai un peu ce truc aussi où j'ai besoin, bon après, qui dirait, moi j'adore me sentir inutile, mais en vrai j'ai quand même ce truc qui me pousse tous les jours à me dire il faut que je fasse quelque chose d'important, que ce soit dans mon entourage, que ce soit sur internet, de pas gaspiller mon temps à faire des choses juste comme ça, voilà. Et après c'est tout en fait au final, genre c'est ce que je me souhaite maintenant. Et après si on se revoit un jour dans 5 ans, ça va être en mode tu veux quoi, et je vais te dire ça se trouve bah en fait pas du tout, je vais être banquière, tu vois. Enfin il y a peu de chance, mais mais ça se trouve, qui sait. Donc je pense que c'est ça. Et après ça convient à des gens qui aiment pas planifier et qui se disent bah enfin moi après ça peut être très glauque pour certaines personnes, mais je suis toujours en mode ça se trouve je meurs demain, tu vois. Et si je meurs demain, comment j'aurais le seum d'avoir fait un prêt, tu vois. Genre moi je suis vraiment non, je veux être en mode même si je vis pas de manière hyper luxueuse, même si mes grands-parents flippent, même si parfois on va se dire bah elle a pas trop réussi, tu vois. Mais je m'en fous, mais total quoi. Je suis vraiment hyper à l'aise avec ce que je fais et que comme en ce moment bah, pour moi j'ai l'impression que tout est possible parce qu'il n'y a pas vraiment de chemin qui se dessine pour moi, j'ai plutôt le travail de devoir canaliser toutes mes envies parce que j'en ai énormément en ce moment. J'ai un peu l'impression que tout ce qui avait été contenu justement par ce cadre que j'ai toujours un peu suivi quand même, tu vois, parce qu'il rassure, mais que un peu à moitié. Donc j'avais des envies qui venaient, mais je me disais, j'en rêvais, tu vois, ou je rêvassais quand je mettais de la musique et que je marchais dans la rue, je me disais, oh, j'aimerais trop, je sais pas, faire des clips. Enfin, tu vois, tu penses à plein de trucs. Et puis là, d'un coup, je suis vraiment sortie en fait de ce chemin-là, et donc je me dis, là, maintenant, je peux le faire. Et en fait, il va falloir que je fasse un truc que je déteste faire, c'est-à-dire m'organiser. Donc devoir choisir des projets sur lesquels mettre mon énergie dans un premier temps, voir comment c'est réalisable, comment le réaliser, et me dire que peut-être que j'ai plein d'envies hyper variées, mais qu'il va falloir quand même que je les hiérarchise, qu'ensuite je fasse des choses pour que ça puisse prendre vie, tu vois. Et tout ça, c'est limite plus mon travail en ce moment. C'est que là, il faut que j'évite de m'éparpiller,
que je commence à partir dans tous les sens parce que je me dis je veux être réalisatrice, compositrice, autrice et tout, genre non, d'abord tu te focuses, t'essayes de faire un truc à la fois, et là c'est plus le travail que je fais en ce moment, mais en gros voilà, c'est ça qu'il faut se souhaiter, mais je le souhaite d'ailleurs à tout le monde en fait, pas forcément d'être aussi freestyle parce que je pense que ça convient pas. Il y a des gens pour qui ce serait une immense source de stress, et je le comprends, et d'ailleurs j'ai des gens avec qui je parle et qui, rien quand je leur raconte ma manière de vivre au quotidien, ou même par exemple quand je voyage et que je dis bah je loupe un train, mais tu sais moi je suis on s'en fout, eux ils sont stressés rien qu'à l'idée de m'entendre parler, donc je comprends que ça soit pas une solution, mais je parle plus aux gens qui eux sont plus comme moi, stressés justement par tout ce qui est être à l'heure, être organisé, planifié, machin, hein. Les emplois du temps, les projets de vie sur 10 ans où tu t'engages dans un mariage, ou justement dans le fait de devenir propriétaire, tu vois, des trucs comme ça, qui sont pas non plus obligés de faire ça, et que certes on va sûrement les regarder parfois avec un œil de travers parce que c'est beaucoup mieux vu d'être dans la première catégorie que dans la deuxième. Enfin, à un moment donné, les autres ils sont bien sympas, tu vois, mais chacun fait sa life, et puis à un moment donné enfin, si tu t'essayes de leur faire plaisir, même si c'est tes parents et qui te mettent la pression de ouf, ou les grands-parents, parce que c'est quand même souvent eux, même les potes parfois, bah tu leur feras plaisir, mais au final tu vas péter un câble au bout de je sais pas combien de temps parce que ça te correspond pas, et voilà. Et puis ils seront pas heureux, tes parents et tes grands-parents ou tes amis, de te voir en train de faire non c'est bon j'arrête tout et je pars faire de la peinture je sais pas où, tu vois. Enfin, c'est autant s'écouter direct dès le début et de faire bah écoutez les gars, ça vous convient pas, mais ça tombe bien parce que c'est pas votre vie et que c'est la mienne, du coup tout le monde est content, toutes les choses sont bien gardées à leur place et tout, et puis voilà. Donc je pense que c'est ça que je me souhaite et que je fais déjà depuis un moment, donc voilà. Ça se trouve dans 5 mois je suis vraiment à l'autre bout du monde en train de faire un truc qui a rien à voir, mais ça veut dire qu'à ce moment-là c'est ce que je voulais faire. Voilà. Après c'est pas forcément conciliable avec aussi une vie en CDI, dans un bureau, même avec des enfants ou un truc comme ça, mais bon après je me dis peut-être que je préfère ça que des enfants donc ça tombe bien, mais non voilà. Ok, écoute, merci beaucoup. Mais de rien, j'espère que j'ai pas trop parlé. Je vous invite à suivre Célia sur son compte que vous retrouverez dans les notes du podcast. Merci d'avoir partagé cette discussion avec nous et d'avoir été jusqu'au bout. N'hésitez pas à me faire part de vos retours et à me suivre sur Instagram du podcast, Nos Avenirs tout attachés. Si vous souhaitez découvrir la suite, abonnez-vous et à bientôt pour le prochain épisode.